Bonjour à tous et à tous. Bienvenue pour ce témoignage sur la sobriété dans les collectivités. Je m'appelle Benoît Gouraud, je suis membre de l'association De Vinci Durable, une association étudiante qui fait de la sensibilisation sur le thème du développement durable. Et Monsieur Garcin, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Alexandre Garcin, je suis adjoint au maire en charge de la transition écologique et énergétique des espaces publics et des mobilités sur la ville de Roubaix. Donc, Très très bien, ouais, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la ville de Roubaix, le nombre de sites à charge de la ville et leur typologie? tout à fait. Oui. Donc, Roubaix, c'est une ville de presque 100 000 habitants avec euh, qui fait partie de la métropole européenne de Lille. On est une ville champignon qui a grandi au 19e siècle très très rapidement autour des usines. Donc on a un patrimoine qui est pour une très grande partie un patrimoine du 19e siècle, voire du début 20e, où le sujet de l'énergie était peut-être traité aussi différemment. On est connu pour notre Paris-Roubaix, qui est sans doute l'une des plus grandes courses cyclistes au monde, mais aussi pour notre musée, qui est un exemple de reconversion du patrimoine justement du début du siècle, du début du 20e, puisque c'est une ancienne piscine qui a été transformée en musée. Euh, voilà pour le portrait un peu de la ville. Et donc le patrimoine de la ville en termes enfin, de la ville de Roubaix en tant que ville, c'est des écoles, des lieux sportifs, des salles de sport, bien sûr des bureaux. Euh, et au total, c'est des logements de fonction, hein. Et donc, au total, c'est 200, enfin plus de 200 sites vous voyez ici sur cette plateforme qui est celle en l'occurrence de Citron, les 230 sites qui sont raccordés, dont on récupère les informations bâtimentaires sur Citron. Euh, Ces informations, elles permettent notamment de connaître un certain nombre d'informations. Enfin, elles concernent notamment l'énergie et l'eau également. Donc là, vous avez par exemple la répartition de la facture énergétique par typologie d'énergie, ainsi que pour l'eau, ainsi que dans le temps. Et tout ça, c'est sur la plateforme aujourd'hui de Citron qui nous permet de collecter et de hiérarchiser les informations. Euh, Notre priorité pour la ville, c'est à la fois de réduire nos consommations énergétiques et donc notre facture énergétique, mais c'est aussi bien sûr de décarboner. Euh, et la ville a donc fixé des objectifs, hein. On s'est fixé des objectifs dans le cadre de la Convention des maires, qui est une structure, une association européenne de toutes les villes européennes qui ont envie d'avancer sur les sujets de la transition écologique. On s'est fixé comme objectif un objectif très très ambitieux en termes de carbone, puisque on a décidé qu'on allait essayer d'atteindre les moins 75% d'émissions carbone sur notre patrimoine d'ici 2030. Voilà. En général, c'est plutôt un chiffre sur lesquels sur lesquels les villes se reportent pour 2050. Nous, on a décidé qu'en 2030, on essaierait d'atteindre les moins 75%. Et ça, à travers trois actions, en fait, hein. Une première action qui est de réduire nos consommations énergétiques, bien sûr. Une deuxième qui est de supprimer, bien sûr, progressivement les énergies fossiles et au profit, en partie, pas toujours, mais en partie, du réseau de chaleur. Et donc en parallèle, de décarboner notre réseau de chaleur. Voilà les trois actions qui nous permettent d'avancer sur la réduction de nos émissions carbone. Un réseau de chaleur qui se déploie à l'échelle de l'ensemble de la ville et qui du coup raccorde progressivement de nouveaux sites sur la ville de Roubaix. Et puis un réseau de chaleur qui nous permet du coup, enfin une combinaison de ces actions qui nous permettent de réduire de façon importante nos consommations, mais aussi du coup notre bilan carbone, puisque aujourd'hui nous sommes à moins 62% en fait sur les émissions carbone de la ville. Vous voyez, les consommations de fioul en rouge foncé sont arrivées aujourd'hui à zéro. On a réussi à supprimer complètement le fioul. On réduit l'impact carbone
enfin, on réduit les bâtiments en termes de consommation de gaz. Et puis, notre réseau de chaleur, auquel se raccordent de plus en plus de bâtiments, se voit aujourd'hui également réduit en termes d'impact carbone, puisque on a fortement décarboné le réseau de chaleur. On a notamment une chaufferie biomasse. On a aussi une récupération de la chaleur sur l'incinérateur. Et donc aujourd'hui, entre 70 et 80% de la chaleur qui est dans le réseau de chaleur provient soit de biomasse, soit d'une énergie de récupération. Ce travail, faut bien se dire que enfin, cette courbe-là que vous voyez, en fait, c'est d'abord, c'est une courbe, c'est important de le dire, euh, par rapport aux enjeux de réduction des consommations énergétiques et des émissions carbone. On voit souvent des trajectoires qui sont des droites dans les projections, dans les intentions. Et en fait, ça peut pas être une droite. C'est forcément une courbe et c'est forcément même des courbes. C'est-à-dire que euh, ce que vous voyez là, c'est un premier effort, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est plein d'efforts qui sont plein d'étapes, plein d'engagements qui se suivent les uns après les autres, sur lesquels on fait des bilans aussi, et qui permettent d'atteindre à la fin une réduction massive ici de moins 75% à l'horizon 2030. C'est en aucun cas une droite, et ce serait même d'ailleurs une grosse erreur que d'aller penser qu'on va faire une droite parce que ça fixerait une trajectoire qui n'est pas assez ambitieuse. Euh, les premiers efforts sont les plus faciles et plus on avance, plus c'est difficile. Et donc en 2019, par exemple, on a voté. Alors ouais, du coup, oui, notre effort, c'est à la fois des investissements réguliers, parce qu'on travaille, enfin, on a un budget de maintenance qui nous permet, voilà, à chaque fois qu'on fait des travaux, d'apporter une amélioration en termes d'énergie. Mais on a aussi des enveloppes, des plans quelque part d'investissement qui sont votés régulièrement. On en avait voté un en 2019 qui concernait, voilà, c'est ça. C'est à la fois un investissement régulier puis des enveloppes d'investissement ponctuels. Donc en 2019, c'était 3,4 millions d'euros à l'échelle de la ville, avec plusieurs choses dans les 3,4 millions. Il y avait du pilotage énergétique, de l'isolation, des menuiseries, du raccordement au réseau de chaleur, un peu d'éclairage, un peu d'études. Et donc, voilà, dans ces 3,4 millions, il y avait ce pilotage énergétique. Donc, voilà, Citron nous permet de récupérer les informations, mais on a aussi fait le choix de mettre une Smart GTB sur une quarantaine de bâtiments en 2019, avec l'idée d'avoir un pilotage finalement des bâtiments et des consommations énergétiques des bâtiments qui soit beaucoup plus dynamique. C'est une intelligence artificielle en fait qui apprend du comportement du bâtiment pour décider de chauffer juste à la bonne heure par rapport à des prévisions météo. Et donc le chauffage va vraiment à la fois permettre des fortes réductions de consommation parce qu'on va pas chauffer trop tôt, on va chauffer juste pour avoir la bonne température à la bonne heure. Et puis ça va nous permettre aussi d'assurer un confort parce que le réglage plus manuel, s'il n'était pas bien ajusté, il pouvait aussi parfois générer de l'inconfort. Donc ça, c'est un premier volet de plan d'investissement qui avait été mené en 2019 avec des résultats assez importants. On a 75% des sites qui ont fait dès la première année des réductions de consommation grâce à cette Smart GTB. On était même pour les meilleurs jusqu'à moins 49%, vous voyez. Pour d'autres bâtiments, c'est moins significatif, soit parce qu'on a augmenté le confort, soit parce qu'ils étaient déjà bien pilotés. Donc, soit parce que finalement le pilotage automatique apportait un surplus de confort qui était pas qui du coup a été après réadapté.
Alors, on a sur 25% des sites aussi une augmentation, notamment des salles de sport. La petite anecdote, c'est qu'on avait des salles de sport où en fait les équipes appuyaient sur un bouton poussoir quand elles prenaient possession de la salle. Et on est passé sur un système où donc voilà, il y avait une période d'inconfort dans ce cas-là. On est passé sur un système qui pilotait la consommation énergétique en fonction d'un planning. Et puis, bah, parfois, l'équipe de sport, l'équipe qui devait venir jouer ne venait pas, et en fait, on avait chauffé pour rien. Donc finalement, on a apporté dans ce cas-là plus de confort, plus de consommation, et pas forcément à bon escient. Donc, bah, ça fait partie des adaptations qu'on a apportées à travers ce pilotage. Et puis, voilà, ça, le pilotage énergétique, plus l'isolation, plus du raccordement au réseau de chaleur, ça nous a permis de faire entre 1,8 et 2,5 millions d'euros d'économies sur 5 ans, rien que 1,5 million sur le gaz et le chauffage urbain, un peu plus sur l'électricité. Alors, comme les prix ont évolué, c'est pour ça que je vous parle dans des fourchettes, parce que ça dépend à chaque fois de quel enfin, de l'évolution du prix de l'énergie. Mais vous voyez, on a investi 3,4 millions, on a un retour sur investissement qui est assez rapide. Et donc, ce mode de fonctionnement d'enveloppe nous permet aussi, les enveloppes, on essaie de les configurer pour essayer d'avoir ce retour sur investissement. Ça, c'était 2019. 2022, on a continué. Voilà, donc on a encore 3 millions d'euros, une nouvelle enveloppe énergétique. On a remis du pilotage énergétique sur 40 nouveaux bâtiments, avec toujours la Smart GTB, avec l'entreprise Accenta. On a aussi travaillé sur l'éclairage public. On a continué de raccorder des bâtiments au réseau de chaleur. On a aussi installé des pompes à chaleur, une centrale photovoltaïque, et le bilan. Et donc voilà, c'est traitement. Ici, 40 bâtiments, une dizaine de bâtiments qui sont raccordés au réseau de chaleur. Alors, à chaque fois, eh ben, on a des réductions ici de consommation de gaz, mais aussi du coup de carbone. Des bâtiments qui passent sur des pompes à chaleur, des bâtiments, enfin une centrale de photovoltaïque sur le fameux musée de la piscine, du pilotage énergétique, donc là sur 40 nouveaux bâtiments, avec là encore des économies attendues en termes de consommation de gaz notamment, et donc de carbone. On a fait le choix aussi de travailler sur l'éclairage public, et on a fait quelque chose d'assez original, puisqu'on a, je le mentionne rapidement, mais c'est parce que c'est quand même un point important de nos consommations énergétiques, l'éclairage public. On avait un éclairage public sur lequel on a une partie de LED, on a une partie d'éclairage qui n'est pas du LED et qu'on va pas remplacer en LED tout de suite. Et dans cet éclairage-là, il y avait une partie qui était déjà avec une gradation, d'autres pas avec une gradation. On a fait le choix de grader tout ce qui peut, de mettre une gradation de l'éclairage public, c'est-à-dire une réduction de l'intensité de l'éclairage public dans le courant de la nuit, qui permet de ne pas éteindre complètement comme certaines communes ont décidé de le faire. Mais nous, on est une commune quand même assez urbaine avec un métro le dernier métro, il est à 1h du matin, le premier, il est à 5h. Donc voilà, ça nous semblait pas adapté d'éteindre complètement l'éclairage public. Et en fait, avec cette gradation, on a un niveau de réduction de nos consommations énergétiques qui correspond à ce que pourrait être une extinction complète. Donc c'est voilà, c'est un choix qu'on a fait, qui représente un investissement, mais qui a le mérite peut-être d'être plus adapté à un milieu urbain que le choix de l'extinction complète. Voilà, ce budget d'investissement de 3 millions d'euros voté en 2022, bah, c'est 30% de réduction supplémentaire de nos consommations de gaz sur 2 ans, et 10% dès la première année, dès le premier hiver, avec là encore 300 à 500 000 euros d'économie par an. Donc c'est un budget là encore qui va être facilement sur lequel on va avoir facilement un retour sur investissement. C'est l'ensemble de ces actions, vous voyez, année après année, où on fait le bilan de ce qu'on a fait, on se reprojette en se disant, bah, c'est quoi la prochaine étape? Tout ça vient en complément de projets plus structurants, enfin de projets différents, que sont des rénovations de bâtiments, que sont des travaux de maintenance courants, mais qui nous permet de viser l'objectif de moins 75% de réduction de nos émissions carbone d'ici 2030.
Euh, et puis, on va plus loin. C'est-à-dire que notre réflexion, elle n'est pas que là, dans ce que je vous ai présenté, on est dans quelque chose qui est quand même très technique, avec du pilotage énergétique, euh, des, euh, euh, des investissements dans l'isolation, dans, dans la performance de nos bâtiments. Mais on travaille également sur un sujet qui est la frugalité. Finalement, la transition énergétique, elle va aussi intégrer, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, c'est un peu l'un et l'autre. Et donc, on a un laboratoire de la frugalité à Roubaix, qui est un ancien couvent, qui est occupé maintenant depuis 4 ans par un collectif d'architectes dans le cadre d'une occupation transitoire. C'est le couvent des Clarisses. Et c'est un bâtiment dans lequel ce collectif d'architectes a expérimenté, a questionné le sujet de la frugalité. Le bâtiment n'est pas chauffé, en fait. Et donc, ils ont créé, ils se sont questionnés en regardant comment ça fonctionnait au Moyen Âge. Ils ont regardé comment étaient faites enfin, comment était dessiné Saint-Benoît au travail dans des gravures anciennes. Et puis ils se sont dit, bah, si on faisait le bureau de Saint-Benoît aujourd'hui pour voir comment ça peut vivre. Si on faisait des lits à baldaquin comme il y avait au Moyen Âge, pour ne pas avoir à chauffer la chambre, parce que de toute façon il n'y a pas de chauffage dans les chambres. Donc aujourd'hui, vous avez une auberge de jeunesse avec des lits à baldaquin qui permettent de dormir finalement au chaud sans être dans un bâtiment chauffé. On a ici, dans l'ancienne chapelle, une tente qui permet de réduire l'espace et avec quelques radiateurs quelques chauffages radiants, on chauffe les corps uniquement et finalement ça va. C'est ce travail-là qui est mené sur le courant des Clarisses et qui vraiment nous inspire aussi dans la manière d'aborder un patrimoine sur lequel l'intervention est parfois difficile, sur un monument classé, sur un monument dans lequel les contraintes d'intervention sont très fortes. On va pas pouvoir faire beaucoup. Et donc, plutôt que de questionner finalement l'enveloppe du bâtiment, on va questionner son usage et on va questionner notre confort. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir y vivre, pour pouvoir y travailler sans dénaturer cette enveloppe du bâtiment ou sa qualité architecturale. Voilà. Voilà en quelques mots, je ne sais pas où est-ce que j'en suis, les, les, euh, la manière dont on avance sur cette thématique de la sobriété et la performance énergétique sur la ville de Roubaix et sur le patrimoine de la ville de Roubaix. Alors, en quoi les lits à baldaquin, je vois une question là, permettent de ne pas chauffer? Ben, en fait, là, vous avez un lit. Alors, vous le voyez pas sur la photo qui est là, mais en fait, il y a des couvertures qui peuvent descendre de chaque côté. Hein. Donc, on est sur un lit à baldaquin. En fait, on a un espace qui est fermé avec des toiles de chaque côté. On a une paroi, on n'a pas de paroi froide aussi, hein, c'est important. On est isolé par-dessous, isolé par-dessus, isolé sur les côtés. La sensation de froid n'est plus là. Et puis le corps dégage aussi de la chaleur, environ, alors, quand on dort, c'est 70 kilowatts par heure. Donc c'est quand même important. Et ça permet de maintenir finalement la chaleur dans l'espace. Et le lit à baldaquin qui sont développés intègre même en fait un espace où on peut se changer, de sorte qu'on peut sortir du lit, enlever son pyjama et s'habiller et sortir sans avoir froid. Donc voilà, c'est aussi un questionnement sur les usages. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous présenter comment vos citoyens perçoivent les actions que vous menez? D'abord, il y a, enfin, on communique pas énormément, enfin, on communique chaque année à travers le rapport développement durable qui est voté en conseil municipal, mais on communique pas énormément sur ce travail de fond qui est fait sur nos bâtiments. Par contre, on a connu la crise énergétique l'hiver dernier, avec les tensions sur le gaz notamment, à Roubaix, contrairement à d'autres villes, on a pu maintenir
et on a fait le choix d'ailleurs de maintenir le fonctionnement qui était celui qu'on avait avant en termes d'équipement. On n'a pas fermé une piscine un jour par semaine, on n'a pas éteint brutalement l'éclairage public la nuit. Et d'ailleurs, beaucoup de villes y sont revenues. Euh, donc euh, on n'a pas fait le choix d'imposer des sacrifices à notre population. Voilà, ça, je crois que c'est un point important qui fait que voilà, on a pu communiquer sur le fait que bah, nous, certes, notre facture énergétique avait augmenté, mais elle restait néanmoins maîtrisée. Et donc, on pouvait ne pas faire des sacrifices faute de pouvoir faire autrement. Hein. Beaucoup de villes se sont retrouvées dans cette situation-là à devoir éteindre parce que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de continuer à éclairer. Donc, la communication, elle s'est faite. Enfin, je pense que les citoyens, pour le coup, les Roubaisiens ont bien senti la capacité de la ville à continuer à fournir les services qu'elle fournissait avant. Ça nous a pas empêché de réfléchir et d'avancer sur des thématiques, notamment d'un meilleur usage des bâtiments. C'est la question que je vois là de Mathilde Malandin. Comment est-ce qu'on mutualise, comment est-ce qu'on regroupe des activités dans les bâtiments. C'est vraiment un sujet de fond qu'on mène également, qu'on aborde plutôt sous le sujet finalement du bâtiment circulaire. Comment est-ce qu'on mutualise au maximum les usages dans un bâtiment, comment on questionne les usages euh, pour, euh, pour, euh, pour faire en sorte de mieux utiliser ce qui existe. Il y a Une une autre question que je vois, ouais, une autre question que je vois aussi, c'est sur la gestion de l'eau. Euh, alors, comme on a un pilotage sur l'ensemble des bâtiments et une collecte des informations sur l'ensemble de nos bâtiments, euh, on est en capacité déjà d'avoir des alertes plus rapides sur des éventuels problèmes en termes de consommation d'eau. Parce que finalement, les écarts aujourd'hui sur la consommation d'eau, ils viennent déjà en très grande partie des fuites. Donc, si on arrive à maîtriser les fuites, c'est un gros problème de régler. Et pour autant, vous voyez, c'est pas parce enfin, on a l'information et finalement on traite la fuite plus vite. Tout ça. Sur les économies d'eau, on a également une récupération des eaux pluviales qui nous permet dont on va augmenter les capacités hein, pour pouvoir notamment arroser les végétaux qui en ont besoin dans les périodes les plus critiques de sécheresse. Ça, c'est également une préoccupation parce que on sait bien que la ville de demain, c'est une ville dans laquelle il y a plus de végétalisation pour faire face notamment au phénomène des îlots de chaleur. Mais si on plante des arbres et que on a des pertes monumentales à cause de sécheresse, on n'a rien gagné. Donc, il faut être en capacité d'avoir une forme d'autonomie sur l'eau pour continuer à arroser, notamment les jeunes arbres qui sont les plus fragiles. Merci. On a une question de Paul Garnet euh, qui nous demande si vous avez un CPE, si vous comprenez ce que ça veut dire CPE. Un contrat de performance énergétique. Euh, alors, les opérateurs d'Alkia, Cofidis, Suez, on a différents opérateurs hein, qui interviennent sur la maintenance, enfin sur la gestion des bâtiments de la ville. Ils sont, euh, ils sont motivés, enfin ils sont incités sur la réduction de leur consommation, de la consommation des bâtiments. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la Smart GTB est plus performante que. Et donc, leur rôle, progressivement, hein, évolue vers un rôle qui est plutôt un rôle juste de mainteneur. La Smart GTB fait le travail en fonction des données qu'on y rentre, quoi. Donc, le CPE, oui, mais on sait faire un peu autrement, quoi.
Et je vois une autre question de Yann Le Thomas. Si la Smart GTB vous fait économiser jusqu'à 49% sur vos sites, avez-vous mesuré les économies réalisées avec la plateforme Citron? Oui, oui, c'est même, enfin, c'est un des outils, c'est pas le seul, mais c'est un des outils qui nous permet effectivement de suivre en temps réel la situation de consommation de nos bâtiments et d'essayer de, de relever, enfin de corriger d'éventuels problèmes. Question encore. Hop. Non, je vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai préparé quelques-unes encore, je peux vous en Allez. poser. Et s'il y a eu des freins à la mise en place de toutes ces actions ou à cette politique? Si oui, lesquels? Alors, oui, alors, enfin, ce que montre la Smart GTB, enfin, ce que nous a aussi montré la Smart GTB, c'est qu'il y a des bâtiments qui étaient euh, mal, euh, mal équipés, mal pensés. Typiquement, je vais prendre l'exemple des salles de sport. On a des salles de sport où en fait, il y a un régisseur qui s'occupe de la salle de sport qui a un bureau. Donc lui, il faut qu'il ait effectivement ses 19 ou 20 degrés dans son bureau. Mais on avait des salles de sport dans lesquelles en fait le chauffage qui était, enfin la température qui était fixée dans le bureau était celle qui était fixée dans l'ensemble de la salle de sport. Donc là, il suffit pas de mettre une Smart GTB. En fait, il faut aussi que le- l'ensemble de la façon dont le bâtiment a été pensé en termes de chauffage soit adapté à l'usage qu'on veut en faire et à la manière dont on peut l'optimiser. Donc, quelque part, euh, la, voilà, le travail, il est continu. Et on sait qu'on a encore plein de marge de manœuvre sur des, voilà, une refonte quelque part, et c'est ça peut être parfois très lourd, une refonte de la manière de penser le fonctionnement des systèmes de chauffage du bâtiment. Voilà, ça c'est un des obstacles, je sais pas si c'est un frein, mais en tout cas c'est un obstacle auquel on peut faire face. Euh, enfin dans les freins hein, aussi, à la décarbonation, bah, aujourd'hui on a sur le réseau de chaleur, on a des contrats on a des contrats avec EDF sur des chaufferies gaz qui produisent aussi de l'électricité et c'est des contrats de long terme qui courent parfois jusqu'à 2030 où on s'engage à faire à produire cette électricité à partir de la chaufferie gaz et donc voilà, on peut pas décarboner complètement nos réseaux de chaleur du jour au lendemain. Ça se fait aussi dans le temps parce on a toujours ces contrats qui nous obligent à continuer à produire. Euh, donc voilà, tout ça est du long terme. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les premiers kilowattheures sont faciles et puis les derniers sont de plus en plus durs. Et donc la difficulté qu'on peut avoir, c'est de construire cette trajectoire. Euh, j'ai pas encore. Alors, on a une vision globale hein, des informations des bâtiments, de consommation des bâtiments. On a à peu près une vue sur là où il y a encore de l'optimisation et là où il y en a pas, ou là où il n'y en a plus, parce qu'on a été vraiment au bout du bout. Euh, mais mais on peut pas se permettre d'attendre de tout savoir pour agir. Voilà, dans l'urgence climatique dans laquelle on est obligé d'avancer. Enfin, la tendance aurait, enfin, le bien faire aurait été de faire une analyse complète et puis ensuite de définir, de lancer le plan d'action. Mais on peut pas se permettre ça. On doit agir, on doit continuer d'avancer pour réduire nos consommations. Donc il y a une part d'opportunisme dans ce qu'on fait.
Et je pense que dans les enveloppes qu'on a menées là, qu'on a apportées en termes d'investissement, il y a clairement une part d'opportunisme. Je ne sais pas si ce qu'on a choisi de faire était le mieux, si c'était le plus pertinent dans une dynamique globale avec plus de 200 bâtiments, mais voilà, à un moment donné, on a fait des choix et voilà, on assume d'avoir fait des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs, hein, mais on avance. Et ça, c'est une obligation d'avancer. Surtout, on avance d'autant plus sereinement qu'on a un retour sur investissement qui est quand même assez rapide, qui est en dessous de 10 ans. Euh, oui, on avance. On essaie de trouver la meilleure trajectoire, mais c'est pas sûr qu'on ait exactement pris la meilleure trajectoire. C'est pas grave. Et je pense qu'il faut avancer et ne pas se faire trop de nœuds au cerveau non plus. Il y a encore, merci beaucoup pour tout ce que vous nous dites déjà. Il y a une question de Mathilde Malandin. Comment se structurent les services techniques autour du recours à l'IA et de la plateforme Citron du point de vue d'une mairie? Alors, ceux qui sont vraiment porteurs là de la plateforme Citron ainsi que de l'IA, c'est le service maintenance, qui est vraiment service maintenance énergie, hein, qui sont ensemble, euh, qui sont euh, qui sont vraiment les porteurs. C'est eux les prescripteurs, c'est eux qui suivent les travaux. Euh, la- Par contre, vous voyez, on n'a pas les grands travaux qui mènent des projets de rénovation, qui mènent des projets de nouveaux bâtiments. Eux, le service des grands travaux ne s'est pas encore approprié pleinement tout ce qu'on a mis en place en termes en termes de suivi des bâtiments. Et là, on a encore des passerelles à faire, des changements culturels à construire. Euh, Ça perturbe aussi nos mainteneurs, hein, Dalkia, Cofili, et voilà. Et je pense que c'est vrai pour tous les types de mainteneurs. On vient un peu perturber le jeu. Euh, J'aurais tendance à dire, là encore, l'organisation. On a au départ un service qui est très moteur, euh, il y a un frein et puis bon, mais un frein qui est l'ensemble des acteurs autour qui doivent s'approprier cette nouvelle façon de faire. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Bon, c'est pas grave. Merci. Vous parliez de comment financer vos projets, mais au final, quelles sont vos sources? Est-ce que ça vient uniquement de la mairie ou est-ce que vous touchez des enveloppes d'autres sources? Dans le fonctionnement de notre mairie, mais je pense que c'est vrai de pas mal d'autres mairies, les recettes ne sont pas forcément prises en compte au départ. Les recettes qui pourraient venir de subventions, par exemple. Pourtant, enfin, moi, ça me semblait évident, mais en fait, non. Dans la comptabilité publique, la recette n'est pas forcément affectée à la dépense. Je vais dire ça comme ça. Ce qui fait que j'ai beau dire que je vais aller chercher les recettes des subventions de l'État, de la région, de la métropole pour nous aider à faire les travaux et du coup avoir un retour sur investissement moindre. Cette recette, elle est compliquée. Pas qu'elle n'est pas prise en compte, mais disons qu'elle n'est pas forcément valorisée au moment où on va défendre notre enveloppe de travaux de maintenance, enfin de maintenance et puis d'accélération de la transition. Et donc, ce qu'on a essayé, enfin, le point d'équilibre qu'on a essayé de trouver, c'est que les investissements que l'on fait génèrent un retour sur investissement sur 10 ans, 10 à 12 ans, maximum 12 ans. Euh, et, euh, et sur 12 ans, en fait, le service des finances, lui, il voit, enfin, 10-12 ans, il voit un avantage, c'est que les emprunts que la ville contracte sont sur 10-12 ans. Donc, les, euh, si les économies générées grâce à ces travaux euh, couvrent finalement les intérêts de l'emprunt, on arrive à un équilibre
financier nul, qui fait que enfin, pas les intérêts de l'emprunt, le remboursement, les intérêts plus le remboursement. Donc, voilà, si j'ai un équilibre entre les économies générées et le remboursement de l'emprunt, bah, le service des finances il est content. Lui, ça fait comme une somme nulle. Donc, c'est ça qu'on essaie de chercher et donc on fait des enveloppes d'investissement et c'est pour ça qu'on fait des enveloppes. C'est-à-dire que quand on va chercher du pilotage énergétique, on sait qu'on est sur un retour sur investissement plutôt de 5 ans. Quand on est sur de l'isolation, on sait qu'on est sur même de l'éclairage public, on est plutôt sur un retour sur investissement de 15 ans. Et donc on mixte un peu des deux hein, pour pour essayer d'avoir une enveloppe qui, à chaque fois, fait à peu près 10 ans de retour sur investissement. Ce qui ne nous empêche pas d'aller chercher les recettes. Mais les recettes, on les valorise pas. Et si j'intègre les recettes, on est plutôt au global sur un retour sur investissement de 5 ans. Donc, c'est tout bénef. Et c'est pour ça, enfin, c'est comme ça qu'on arrive, moi j'arrive à défendre auprès du service des finances, hein, qui est peut-être souvent un frein pour le coup, que j'arrive à défendre ces enveloppes d'investissement pour continuer à réduire nos consommations énergétiques et à réduire nos émissions carbone. Voilà, c'est l'équilibre qu'il faut essayer de trouver. Ce qui nous aide finalement, c'est aussi l'augmentation du coût de l'énergie. Et c'est ça l'année dernière qui nous a permis clairement d'aller chercher, alors que tout le monde disait il faut fermer, éteindre l'éclairage public, fermer la piscine. Ah ben, nous, on disait on investit parce que en fait, ce contexte d'augmentation du coût de l'énergie rend encore plus rentable un investissement pour réduire nos consommations. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous nous parliez des différents plans que vous avez échafaudés pour cibler des types de bâtiments. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos plans à l'avenir? Eh ben, pour l'instant, je vais pas en parler parce que je vais vraiment. Enfin là, on est en train de déployer le précédent. Hein, on n'a pas encore fini. Donc, on est encore en train de raccorder des bâtiments au réseau de chaleur. On est encore en train d'installer du pilotage énergétique parce qu'on n'installe pas 40 bâtiments comme ça. On a voté ça il y a un an et il y a quasiment un an et demi au total de travaux. La centrale photovoltaïque n'est pas encore là. Il y a encore plein de choses à faire. Euh, et je vais attendre encore un peu avant de faire le bilan de ce qu'on aura investi, de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Hein. Je ne dis pas que c'est toujours aussi heureux et rose qu'on souhaiterait. Donc, pour l'instant, je sais pas. Il y aura encore des tendances, clairement. On va continuer à faire du raccordement au réseau de chaleur. C'est même un impératif parce qu'il faut qu'on sorte vraiment du gaz. On va continuer à installer des pompes à chaleur également, parce que toujours pareil, il faut sortir des énergies fossiles. Donc on va continuer d'en installer. Certainement, voilà. Quel montant, je sais pas. Ce sera une équation à la fin. On essaiera de trouver le meilleur équilibre. Et puis on va continuer à isoler aussi, mais enfin, faire des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Et Et, et peut-être que ce sera une nouveauté. Je pense qu'on va commencer à installer de la frugalité au sein de nos bâtiments. C'est-à-dire que toute l'expérience, la richesse du laboratoire de la frugalité qui est installé à Roubaix va questionner quand même, je pense, un certain nombre d'usages dans des bâtiments sur lesquels jusqu'à présent, on ne s'était pas posé ces questions-là. Très bien, merci beaucoup. Il est 17 heures. Cette interview touche sur sa fin. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Ben, un mot de la fin, c'est prenez le sujet à bras le corps et surtout ne vous arrêtez pas parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de réduire nos consommations et nos émissions carbone. Donc voilà, je pense que vraiment, je le vois à l'échelle de d'autres structures. Hein, on a parfois tendance à vouloir tout bien étudier avant de commencer à agir, et je pense qu'on n'a pas le temps d'avoir une vue à 360 pour commencer à agir. Par contre, pour avoir cette vue, enfin, pour avoir quand même un semblant de vue à 360, effectivement, des plateformes comme Citron sont des outils nécessaires et finalement assez rapides à déployer.
Très bien, merci beaucoup. Je me rends compte que j'ai spolié la question de Paul Garnet. Est-ce que vous pourriez y répondre? C'est, avez-vous une difficulté d'usage avec les packs lorsqu'il fait froid et l'équilibre économique, investissement, installation, électricité, Ouais. etc. Alors, c'est une bonne remarque. En fait, pour l'instant, les packs qu'on a installés, on les a installés en complément du chauffage gaz existant sur des bâtiments où la chaudière était un peu vieillissante. En gros, pour l'instant, on a dit, il y avait une chaudière gaz qui va pas tarder un jour à rendre l'arme. Euh, on va la laisser. On va la laisser et on va utiliser la PAC là où il y a le meilleur rendement. Et si jamais il y a un gros froid, on sera toujours capable de faire du chauffage gaz. Donc, pour l'instant, on n'est pas devant cette difficulté-là, mais effectivement, c'est un point de faiblesse, hein, des PAC. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de votre présentation. Merci à Je vous. pense qu'on Au peut revoir. clore ce retour d'expérience.